C'est notre rendez-vous de chaque semaine, mesdames, messieurs. Merci d'être au rendez-vous. L'actualité, vous le savez très bien que la semaine est restée dominée par les divergences autour de la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la Commission électorale nationale indépendante, mais également des réactions qui sont venues de partout. Les politiques, les structures sociales et autres se sont également prononcées autour de la désignation du président de la centrale électorale. Madame, Messieurs, pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau le professeur Jean-Didier Minengou. Il est donc coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement. Et c'est également un acteur politique. Il est secrétaire national du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais c'est pas tout, c'est également un scientifique. Lui, il est professeur d'université. Bonjour. Bonjour madame. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Comment se porte le parti au pouvoir? L'Union pour la démocratie et le progrès social se porte très bien. Vous êtes sûr? Très sûr. Alors qu'il y a certains militants qui demandent la tête de certains dirigeants, de certaines autorités du parti. Cela ne pouvait pas vous étonner, nous sommes un parti de masse. Il y a beaucoup d'acteurs et c'est tout à fait normal qu'il y ait plusieurs voix, soit concordantes, soit discordantes. Ça ne peut pas vous étonner. C'est ça qui se passe en Afrique du Sud, c'est ça qui se passe en France, c'est ça qui se passe aux États-Unis. C'est normal que ça se passe également en République démocratique du Congo, mais également au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cela ne fragilise pas votre lutte pour le peuple d'abord? Nous avons connu des moments le plus durs que ça. Ah bon? Les moments les plus sombres que ça. Mais l'Union pour la démocratie et le progrès, c'était bien en sortie. Donc pour nous, je crois que c'est tout à fait normal, c'est l'expression démocratique. Il faut qu'il y ait des voix discordantes. C'est ça qui fait même notre force. Et c'est ça qui nous a permis, après 37 ans de lutte, sans utiliser la violence et accéder au pouvoir à cause de ces divergences d'opinion, mais avec un seul objectif, conquérir le pouvoir, instaurer l'état des droits en République démocratique du Congo. Quel que soit ce que les uns ou les autres peuvent dire, mais nous n'avons qu'un seul objectif. Est-ce que l'état de droit dont parlent toujours les dirigeants de l'UDPS aujourd'hui, on peut parler d'un état de droit en RDC? Je crois que c'est tôt. Les noms même de notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, en termes très simples, c'est-à-dire c'est de mobiliser les forces politiques, sociales et économiques de la République démocratique du Congo pour construire l'état de droit et réaliser la prospérité sociale de notre peuple. L'état de droit en République démocratique du Congo n'est plus un mythe. Madame, c'est une réalité. Je m'excuse, j'arrive. Pour nous, l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour arriver à ce que nous appelons la prospérité sociale de notre peuple, il fallait passer par des étapes importantes. La première étape, vous venez de le dire, c'est la construction de ce que nous appelons l'état de droit. Un état où les lois sont au-dessus des individus. Et la deuxième étape, c'est ça que nous appelons la relance économique du pays. Sur la question de l'état de droit, je crois que nous avons vécu tous dans ce pays. Nous avons vu comment les libertés individuelles et collectives ont été confisquées. Confisquées? Confisquées. Depuis l'avènement de l'Union pour la démocratie et le progrès social. On estime que jusqu'aujourd'hui, ces libertés sont Je crois que vous êtes d'accord avec moi, vous-même les journalistes, vous avez cette liberté parce qu'on vous suit à travers les radios, à travers les télévisions et dire des choses que vous ne pouvez pas dire il y a 3 ans. Aujourd'hui, vous avez cette liberté. Il y avait des journalistes ici qui ne pouvaient même pas dormir chez eux parce qu'ils étaient recherchés par tel. Combien de journalistes se trouvent aujourd'hui en prison à cause... Sur le plan journalistique, il y a plusieurs domaines. Je sais, j'arrive. Vous-même, vous avez vécu dans ces pays. Combien de journalistes nous avons pleuré ici à cause de leur liberté? Vous savez ce qui est arrivé à Bapa Mamba. Vous savez ce qui est arrivé à Franck Nguike et son épouse. Vous savez ce qui est arrivé à Serge Maïs. J'en passe. Il y en a autant d'exemples. Mais aujourd'hui, 2 ans d'exercice de pouvoir. Combien de journalistes vous avez pleuré ici parce que nous avions envoyé des gens pour aller les tuer? Ce n'est pas une avancée. Ce n'est pas un pas important pour la construction de l'état de droit. Aujourd'hui, les gens peuvent organiser leurs manifestations. Les gens peuvent passer à la télévision, à la radio,
faire des critiques objectives vis-à-vis des dirigeants. Le week-end dernier, il y a eu une manifestation qui a été empêchée par les éléments de la police. Et on a presque vécu ce qui s'est passé avec l'ancien régime. C'est que l'UDPS est en train de décrier. C'est pas facile de gérer. Hein. Non, c'est pas facile. Nous sommes sur la voie de respect des droits humains. Aujourd'hui, le monde entier fait face à ce qu'on appelle la Covid-19. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne peut pas laisser la population se faire contaminer parce que seulement les militants de l'UDPS qui peuvent se faire... Ils n'ont pas ce droit. Mais on voit quand même le parti au pouvoir organiser des regroupements, des manifestations. Il y a plusieurs. Dernièrement, le dernier cas, c'est lors de la dernière sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, je cite, Augustin Kabouya. On a vu, il y avait les militants de l'UDPS qui étaient là. Ils étaient chez eux, c'est dans les enclos, c'est pas sur la voie publique. Il faut faire la différence, ces choses. C'est pas sur la voie publique. Oui, c'était dans le... Mais également, cette activité, c'était dans une salle ici, juste à côté, à Fatima. Je m'excuse. Est-ce que vous pensez que les autres partis politiques qui organisent des rassemblements dans l'air, et il y a des gens qui vont les empêcher, on ne les empêche pas. Mais le plus important pour nous, en tant que dirigeants de la République, en tant que gouvernement, c'est de faire en sorte que la population congolaise ne puisse plus se faire contaminer parce que les gens... Malheureusement, il y a toujours des contaminations chaque jour. Mais bien sûr, on ne peut pas empêcher totalement la contamination. Nous sommes dans un monde où les gens doivent circuler, les gens doivent aller travailler, c'est totalement normal. Mais au moins, c'est de minimiser de plus en plus les contaminations et protéger la population. Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité est également conseiller du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un ancien journaliste. Hein. Nous espérons qu'il va nous dire la vérité sur ce plateau. Aujourd'hui, comment se portent les relations entre l'UDPS et ses multiples partenaires aujourd'hui réunis au sein de l'Union sacrée de la Nation? Sincèrement. Hein. Très bien, j'ai toujours été sincère. Vous savez, on espère bien que vous allez dire bien que la vérité sur ces plateaux. Très bien. J'appartiens à un parti qui a mené un combat dans le cadre de la sincérité et dans le cadre du respect des droits humains. Les relations entre l'Union pour la démocratie, le progrès social et ses partenaires sont toujours au beau fixe. L'Union pour la démocratie respecte les engagements. Mais madame, vous devez faire la part des choses. Entre les engagements pris par l'Union pour la démocratie et le progrès social et ses partenaires et les lois de la République. Ce n'est pas parce que je suis conseiller du président de la République, ce n'est pas parce que je suis partenaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, je dois me situer au-dessus des lois de la République. Ce n'est pas possible. Sinon, madame, nous tombons dans l'arbitraire, nous tombons dans ce que nous avons appelé la République bananière. Et le combat que nous avons mené, ce n'est pas un combat pour protéger les accords des individus, des partis politiques. C'est pour l'instauration d'un état de droit où personne, alors personne, ne sera au-dessus de la loi. C'est ça le combat que nous avons mené. Et c'est tout. Si vous respectez les lois, vous êtes partenaire, nous allons continuer. Ce n'est pas parce que vous êtes partenaire. Donc, avec les différents partenaires que vous aviez rencontrés, c'est toujours l'UDPS qui respecte, bien que l'histoire est têtue, hein, professeur, si je ne me trompe pas, à Genève. C'est l'UDPS qui avait encore claqué la porte. Et aujourd'hui, avec le FCC, c'est encore l'UDPS qui... Donc, c'est toujours l'UDPS dans les différents accords que vous aviez. C'est toujours l'UDPS qui est l'enfant bien éduqué, si je peux le dire comme ça. Très bien. Nous n'avons pas dit que nous sommes meilleurs que les autres. Okay. Mais j'ai dit nous sommes respectueux des accords. Je ne souhaite plus revenir sur les événements malheureux de Genève, sur la trahison qui a eu lieu à Genève. Vous connaissez... Et nous connaissons tous tout ce qui était passé à Genève. Je ne souhaite pas y revenir. C'était un complot contre le peuple. C'était un complot contre la démocratie. Avec le FCC également, c'était un complot? Avec le FCC, je voudrais vous dire, l'UDPS, c'est le parti qui a accepté beaucoup d'humiliations, tout en étant au pouvoir. Vous pouvez imaginer... Tout en étant au pouvoir? Je m'excuse, oui, tout en étant au pouvoir. C'est ça la grandeur du parti, c'est ça la grandeur du combat que nous avons mené. Accepter l'humiliation pour faire gagner la République. Et c'est important. Vous pouvez imaginer que le président de la République invite les ministres à une manifestation. Vous avez vu, pendant la prestation des magistrats, que les ministres de son gouvernement refusent parce qu'ils répondent au mot d'ordre de leur parti politique. C'est intolérable. Et c'est du jamais vu à travers le monde. Où est-ce qu'on devrait amener la République en continuant à accepter ce genre de compte? Nous avons passé des ans, des discussions stériles avec
l'FCC. Il était normal de s'arrêter, évaluer et construire une nouvelle alliance pour faire profiter à notre peuple tout ce qu'il y a comme richesse et construire l'état de droit. Ça, c'est important. Vous parlez de l'UNC. Très bien. Je crois que l'Union pour la démocratie et le progrès social n'a jamais eu de problème avec l'UNC de Vital Kamerhe et les pacificateurs. Nous avons eu toujours de bonnes relations avec lui. Je reviens pour dire, madame, il faut faire la part des choses entre les accords et les lois de la République. Les accords signés entre les partis politiques ne peuvent pas remplacer les lois de la République, ne remplacent pas la justice. J'ai beaucoup de respect pour le président Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'a jamais eu de problème avec nous. Il a eu des problèmes avec la justice. La justice, ce n'est pas l'IDPS. Alors, entre-temps que dans son parti, on parle d'un acharnement pour l'écarter de la scène politique et surtout que 2023 approche. Et ça, c'est des discours, ce n'est même pas, j'appelle ça des allégations. Allégations. Des propos qui n'ont aucun fondement. Nous avons tous suivi les procès ici. Quelle est la responsabilité de l'IDPS dans tout ça, madame? Voilà, madame, messieurs, prenons le premier dossier de cette rétrospective de la semaine. On revient sur la clôture du TENAFEP, mais également sur le conseil, la réunion de ministres tenue autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec l'aspect santé. On se retrouve juste après. Nous sommes ici devant les centres du TENAFEP installés à l'EPD Kifuma, situé au quartier 11 dans la commune d'Ndjili. Les élèves du collège Saint-Pierre et Paul, qui ont passé leurs épreuves de sciences et de mathématiques ce vendredi, affirment que se sont déroulés dans la quiétude et le respect de gestes barrières. Ces finalistes du primaire révèlent cependant qu'ils ont rencontré quelques exercices de mathématiques qu'ils n'ont pas étudiés en classe. C'était une surprise pour eux, signalant que ces élèves ont voulu immortaliser cet événement en prenant des photos souvenirs en attendant la publication des résultats. Pour rappel, 2 023 763 candidats ont pris part à ces épreuves, à en croire les ministres de l'EPST, Tony Mwaba, qui a lancé officiellement la session 2021 du TENAFEP ce jeudi à partir des Goma dans la province du Nord Kivu. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Par rapport à la semaine dernière, une baisse de 12,2% a été enregistrée, avec une diminution de 7,9% des cas importés et une constance du taux de létalité maintenue à 2,1%. Cependant, il a été observé une augmentation des cas dans les provinces du Nord Kivu, dans le Haut-Katanga, le Sud Kivu et le Lualaba. Face à cette situation, le gouvernement réitère son message d'appel au respect strict des mesures de riposte à la Covid-19 édictées par le président de la République, chef de l'État. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a rassuré les conseils de la poursuite des opérations sur 344 sites opérationnels à ce jour. Il a indiqué que 81 910 personnes ont été vaccinées, parmi lesquelles 4 260 ayant reçu leur deuxième dose. Ceci qui augure une bonne perspective d'amélioration et de l'acceptation future du vaccin par toute la population. Le processus d'allocation diversifié des vaccins à la République démocratique du Congo avance normalement et la première livraison de vaccins Pfizer interviendra, comme annoncé il y a quelques jours, dès la première quinzaine du mois d'août. Plus de 2 millions d'élèves à travers la République démocratique du Congo ont participé au TENAFEP. Comment évaluez-vous aujourd'hui la gratuité de l'enseignement de base, tout en étant sincère, hein? Il ne faut pas parler en tant que politique, voilà, mais en tant que professeur scientifique. Très bien. Merci, madame. Je crois que je répondrai en tant que scientifique, en tant que politique.
Parce que la politique, ce n'est pas du mensonge, c'est la réalité. Mais au Congo, généralement, c'est du mensonge parce qu'on doit défendre l'autorité morale, on doit défendre l'autorité du parti, on doit défendre son pouvoir. Il n'y a rien à défendre, il faut dire les choses comme elles se présentent. On l'espère bien que vous allez nous dire la vérité. Très bien. Bon, à ce qui concerne le déroulement du TENAFEP, il faut avouer que la gratuité de l'enseignement de base mise en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en train de donner de très bons résultats. Madame, imaginez aujourd'hui, parce que quand j'ai suivi votre commentaire là-bas à la télé, vous parlez de la Covid-19. Imaginez qu'avec cette pandémie, avec tout ce qu'il y a comme restriction, avec tout ce qu'il y a comme barrières et autres, si les parents étaient obligés, au niveau primaire, de payer encore les frais pour les enfants, nous serons dans une catastrophe indescriptible. Je sais pertinemment que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre les avantages de la gratuité de l'enseignement mise en place par le président de la République, mais instituée déjà par la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous invitons l'ensemble des acteurs de la société civile, les églises, les politiques, les journalistes et tout le monde, d'accompagner les institutions de la République et cette vision du président de la République pour que la gratuité de l'enseignement soit durable et rationnelle en République démocratique du Congo. Professeur, vous avez parlé des avantages, oui, mais pour quelle qualité? Madame... Dès lors que nous connaissons que cette année scolaire, il y a eu des grèves, des tiraillements entre le gouvernement de la RDC et ses partenaires dans le secteur, pour quelle qualité aujourd'hui? Très bien, je suis d'accord avec vous. Depuis la dégradation de la situation scolaire en République démocratique du Congo, la qualité de l'enseignement a baissé. Vous n'aurez, madame, vous n'aurez aucun élément scientifique probant pour nous montrer qu'avant la gratuité de l'enseignement, la qualité, elle était meilleure. Non, depuis la dégradation, depuis l'année 90. Les soutiens que l'UDPS a enterré. Je m'excuse, nous ne faisons pas. Vous avez enterré. Nous n'avons pas enterré, au contraire, nous sommes en train de nous améliorer. Depuis les années 90. Maintenant, avec l'actuel ministre. Je reste convaincu que depuis la gratuité de l'enseignement qui a permis à des millions d'enfants exclus du système éducatif en République démocratique du Congo, nous sommes sur la bonne voie et les choses sont en train de s'améliorer. Je ne dis pas que nous avons déjà atteint l'objectif. Vous avez sacrifié cette année? Non, nous n'avons pas sacrifié. Madame, on ne construit pas un système. Gratuité de l'enseignement des bases où on n'a pas d'infrastructures, où même les enseignants et même quand ils viennent donner avec le ventre qui est pratiquement vide. Et ces enfants, je vous donne un exemple où un enfant qui dit que depuis le matin, ils n'ont pas eu à étudier. Les professeurs n'est venu que pour donner des exercices et partir. Et là, ce sont des jours qui passent. Et c'est ça, cette gratuité que vous êtes en train de vous réjouir? Je voudrais vous dire une chose. Ça, c'est quelques événements malheureux qui s'étaient produits. Et ces enfants sont sacrifiés. Je m'excuse. Madame, nous sommes dans un processus de changement. Et les changements, tout le monde ne l'adhère pas les mêmes jours. Aujourd'hui, je crois que pour cette année qui a commencé et qui tend vers la fin, nous restons convaincus, et vous êtes peut-être d'accord avec nous, que les choses ont suffisamment changé et nous sommes sur la bonne direction. Et ça, il faut l'avouer. Déjà, le fait que des millions d'enfants qui ont été exclus du système éducatif sont rentrés dans le système normal, il y a plus de 150 000 enseignants qui n'étaient pas payés, mais qui sont aujourd'hui payés. On ne peut pas régler les problèmes qui ont duré 60 ans en un seul jour. C'est un processus qui est en construction. Et je reste persuadé que les jours à venir, nous aurons un système éducatif de qualité. Et toujours après nous avoir travaillons. Sacrifié des Très années, bien, non, on ne sacrifie pas. Parce que déjà, depuis 90, les choses n'ont pas marché. Que les choses essayent un peu de marcher et vous avez dit que dans les jours à venir, vous allez améliorer. Bien sûr. Donc vous avez quand même reconnu que vous avez sacrifié certains. Non, on n'a pas sacrifié. C'est le prix à payer pour le changement. Les prix à payer. Je m'excuse. Et là, c'est toute une jeunesse qui est sacrifiée comme ça. Et vous payez au contraire, vous dites qu'on est en train de... Vous savez combien d'enfants qui étaient exclus du système éducatif aujourd'hui qui sont rentrés sur le chemin de l'école? Ça, c'est sacrifier les enfants ou ça, c'est préparer l'avenir des enfants? Nous sommes dans une approche de faire de la jeunesse de la République démocratique la meilleure jeunesse africaine, une jeunesse innovante, une jeunesse qui participe.
au développement socio-économique. Ce n'est pas un slogan, c'est une construction, c'est un processus. Et nous sommes sur la bonne voie. Ça, il faut l'avouer. Vous parlez de ce processus. Combien d'écoles avez-vous d'abord construit en une année, 2 ans? Combien vous avez construit? Très bien. Je crois que je vais donner une réponse claire par rapport à ça. Dans le processus de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, la plus grande contrainte était la prise en charge des enseignants par les parents. Ce qui veut dire que c'est l'État congolais qui devrait maintenant payer les enseignants. Ce qui veut dire que l'État devait prendre de l'argent pour payer. Je vous ai parlé de plus de 150 000 enseignants alignés pour qu'ils reçoivent leur salaire. Ce qui veut dire que les 2 premières années, c'est de travailler sur la mécanisation des enseignants. Et les années qui vont commencer, c'est le travail de construction des infrastructures pour que les filles et les fils de la République démocratique du Congo... Mais l'année qui va commencer... 3 ans après? Non, ce n'est pas 3 ans. Ou à la fin on continue au travail. Ce n'est pas la fin du mandat. Nous sommes en train de travailler. Et les choses avancent très bien. Parlons d'un autre dossier dans cette rétrospective de la semaine, dossier santé. Est-ce que vous êtes déjà vacciné? Je ne suis pas encore vacciné, mais je crois que je serai vacciné. Vous attendez quoi? Vous attendez le chef de l'État? Non, je n'attends pas le chef d'État. Qui a dit qu'il ne pouvait pas prendre ce vaccin? Non, si je trouve le temps, s'il y a un vaccin, je vais le faire. Donc, on ne se peut pas vacciner parce qu'il y a un vaccin qui est dans un hôpital. On se fait vacciner si on a le temps, etc., etc. Donc, au moment opportun, je vais me faire vacciner si c'est nécessaire. Certaines personnes estiment que la gestion de la COVID-19 en République démocratique du Congo est catastrophique. C'est pas de l'exagération, ça? Ben, c'est ce qu'on a dit. Et dès lors qu'on connaît que dans la chaîne de cette gestion, les travailleurs ne sont pas pris en compte. Il y a eu même les syndicats de travailleurs qui ont haussé le ton. Sous d'autres cieux, on a des travailleurs qui connaissent bien qui connaissent très bien le travail, comment se déroule le travail dans l'environnement, vous laisse très bien dire. Mais ici, on gère sans le travailleur eux-mêmes. Sans les travailleurs, qui soignent les malades alors? Si on gère sans les travailleurs, qui soignent les malades? Les personnels soignants. Mouyembe n'est pas un personnel médical. Vous avez appris que pendant notre gouvernance, pour gérer la COVID-19, nous avons pris un membre de l'IDPS, nous avons pris les secrétaires techniques pour gérer la COVID-19. C'est pas ça. Vous avez envoyé vos membres, comme le disent certaines personnes. Quels membres que nous avons envoyés? Parce que l'IDPS envoie ses membres un peu partout, hein, plus que même l'ancien régime. Oui, madame, ça c'est lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Commençons d'abord par les secrétariats techniques qui gèrent cette pandémie. Vous êtes sûr que le professeur Mouyembe, un intellectuel de haut rang, peut accepter qu'on lui envoie n'importe qui pour travailler dans un dossier qui concerne la vie de millions de Congolais? Le combat que nous avons mené, ce n'est pas pour venir se moquer de la vie des Congolais, c'est pour venir protéger la République démocratique du Congo. Et l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est un parti respectueux des valeurs, ne peut en aucune manière s'engager dans un dossier qui ne concerne pas. Ça, c'est un dossier qui concerne le gouvernement. La gestion de la COVID-19 n'a rien à voir avec l'IDPS. C'est le gouvernement qui gère. Alors, vous évitez de vous attaquer au gouvernement ou faire des propositions au gouvernement. Vous trouvez que c'est normal que l'IDPS réponde sur des choses dont le gouvernement est en mesure de faire. Et j'ai dit de façon globale, sans parti pris, nous pouvons dire félicitations à l'équipe mise en place par le président de la République qui a géré, bien sûr, dans des conditions difficiles, cette pandémie. Vous avez suivi ce que les médias internationaux parlaient de la Covid pour la République démocratique. Les gens pensaient à une catastrophe. Mais nous avons su surmonter ça. Sans avoir beaucoup de moyens comme la France, comme la Belgique. Aujourd'hui, les dégâts ont été minimisés. La RDC avait besoin du vaccin. Mais ça dépend. Pourquoi pas? Parce que c'est une... Vous êtes scientifique, il y a vos collègues scientifiques qui ont quand même donné au pays un produit. Pas un seul, mais 2, 3 produits qui peuvent lutter contre la COVID-19. Un remède. Pourquoi votre régime ne pouvait pas valoriser ce produit pour permettre aux Congolais de prendre ce produit que de prendre le vaccin qui pose aujourd'hui problème par-ci, par-là? Madame, ce n'est pas parce qu'il y a un vaccin que les gens ne peuvent plus se soigner. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Je m'excuse, madame. C'est-à-dire, les vaccins devaient comme quelque chose que les Congolais n'ont jamais entendu. Pour lutter contre la poliomyélite ici, on fait qu'on vaccine les gens.
Donc les vaccins, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la République démocratique. Pourquoi vous n'avez pas pris ça? Et je m'excuse. Lorsqu'on a commencé la vaccination, pourquoi vous n'avez pas pris ça? Je n'avais pas suffisamment de temps. Je n'avais pas suffisamment de temps. Est-ce que vous n'avez pas suffisamment de temps ou vous aviez peur de quelque chose? Je n'ai jamais eu peur. Mais vous êtes en train de maquiller ici par Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Au moment opportun, lorsque le vaccin sera là, si je trouve le temps, je vais aller me faire vacciner. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas de nous engager dans ce genre de débat. Le plus important pour nous, qu'est-ce que nous, en tant qu'État, nous faisons pour protéger la République démocratique, pour protéger. Et ça, nous sommes en train de le faire. Il y a des remèdes made in Congo. Bien sûr. Vous ne voulez pas valoriser. Ça a été accepté par les... Il y a quelques produits qui ont été acceptés mais par qui conseiller ou membre du gouvernement qui a fait parler de ce produit. Attention, je ne suis pas expert sur les questions médicales. Vous savez, lorsque vous mettez en place un produit, il y a des étapes qu'il faut suivre. Vous ne pouvez pas fabriquer un produit et le lendemain, vous mettez ça sur le marché, vous dites aux gens, vous devez boire. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des étapes à suivre. Et je crois que le gouvernement de la République démocratique, le ministère de la Santé, les secrétariats techniques qui gèrent la COVID-19, veut que toutes les étapes soient respectées. Et si les résultats sont concluants, les produits seront mis à la disposition des bénéficiaires. Il n'y a rien d'opposition. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller le matin pour dire, voilà, j'ai tel produit, je donne ça, les gens vont le boire. Ça ne passera pas. Il n'y a aucune société à travers le monde qui peut accepter ce genre de choses. Dès lors que nous avons de Congolais qui se sont déjà fait vacciner, on a suivi plus de 80 000 personnes se sont déjà fait vacciner. Et lors d'une sortie médiatique, le président de la République a dit que lui s'est réservé de prendre le vaccin. Est-ce que c'était une bonne façon du président de communiquer? Mais ce n'est pas le seul président qui a dit ça. Vous avez suivi à l'Union européenne, les chefs d'État, les gens de l'Union, mettre des doutes. Certaines personnes affirment que le chef de l'État les a vraiment convaincus à ne pas laisser. Non. Je crois que le président Tshisekedi, comme je l'ai dit, ce n'est pas le seul responsable politique à avoir dit ça. Vous avez suivi en France, vous avez suivi en Belgique, partout, des responsables politiques, que ce soit même de l'Union européenne, émettre des doutes sur tel ou tel vaccin. Ce n'est pas un péché, c'est tout à fait normal. Et parce que d'autres dirigeants... Il émet des doutes, mais il laisse au moins sa population aller se faire mais c'est tout ce qui a été fait aussi ailleurs. Les gens émettent des doutes, mais les gens... Oui, donc aujourd'hui, vous donnez raison à ceux qui disent que c'est la politique copier-coller. Comme ailleurs, c'est comme ça. Le président nous amène ça aussi. Attention, madame. Copier-coller. Attention. Comme avec le couvre-feu, tel que soutient certaines personnes. Vous allez très vite dans des conclusions. Il n'y a rien de copier-coller. Le monde fait face à une pandémie qui est en train de décimer des millions de personnes. Aujourd'hui, nous tous, nous tâtonnons. L'Israël a donné combien de doses de vaccins à ses militants? Aujourd'hui, on est à la 3e dose. Vous allez dire, oui, il faut tâtonner. Parce que c'est une nouvelle pandémie qui est arrivée. Nous ne savons pas exactement ce que nous devons faire. Si on a fait ceci, on peut dire, il ne fallait pas faire. Mais nous cherchons des solutions. Vous allez nous dire que nous étions en train de tâtonner. S'il y avait déjà une solution claire, connue, et que nous n'appliquons pas, mais il n'y a pas de solution. Nous sommes en train d'aller vers la solution en tâtonnant. Ce n'est pas seulement la République démocratique, c'est toute l'humanité. Vous avez suivi à une... Pas tel vaccin parce qu'il a tel effet, pas tel... Et c'est une chose qui se passe comme ça. Donc, la République démocratique du Congo ne tâtonne pas. Nous faisons face à une pandémie qui a surpris l'humanité et une pandémie dont nous ne savons pas quel est le vrai vaccin, quel est le vrai médicament qu'il faut donner à la peau. Et nous sommes obligés de tâtonner. Couvre-feu en RDC, pour quelle finalité? Couvre-feu, on en parle encore, alors qu'il y a des personnes qui circulent même au-delà des heures qui ont été fixées. Pour quelle finalité? Je crois que le gouvernement de la République, comme je l'ai dit, madame, n'agit pas sur base des humeurs des individus. Le couvre-feu, c'est pour limiter les déplacements des gens. Et plus les gens se déplacent trop, plus la pandémie. Au lieu d'amener les gens à ce qu'on appelle le confinement... On ne se déplace pas seulement la nuit, on se déplace aussi la journée, le matin déjà. Bien sûr, c'est-à-dire, ici, on est en train... Non, est-ce que c'est un argument qui tient là? Un argument qui tient vraiment. Déplacement, la journée, on se déplace. Oui, mais regardez, le problème c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander, on ne peut plus demander aux gens de s'asseoir chez eux à la maison, le confinement, avec tout ce qu'il y a comme problèmes sociaux et économiques, ça ne tient pas là. On laisse, c'est-à-dire on réduit le temps de déplacement des gens. C'est ça qui est en train de se faire. Au lieu que les gens se déplacent pendant 12,
13 ou 14 heures, on dit, bon, les gens ne peuvent que déplacer pendant 11-10 heures. C'est pour limiter la propagation de la maladie. Et c'est scientifiquement prouvé et ça peut se comprendre. Madame, Messieurs, la semaine, il y a eu des sorties médiatiques autour de ces deux accords entre les confessions religieuses. Retrouvons ces dossiers qui reviennent sur la conférence de presse organisée par la SENCO, mais également les 6 autres confessions religieuses, membres de la plateforme de confessions religieuses. Au cours de cette conférence de presse, les membres du comité permanent de la Conférence nationale épiscopale du Congo ont condamné avec fermeté les actes de vandalisme accompagnés des injures enregistrés devant le centre Lindongue par des inciviques non autrement identifiés. À cet effet, la SENCO pointe du doigt accusateur le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, qui aurait tenu des propos désobligeants à l'endroit du cardinal archevêque de Kinshasa et de son secrétaire général, les accusant de politiser l'Église, ce avant ces actes inciviques. Nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa, et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Concernant la désignation du nouveau président de la centrale électorale, la SENCO et l'ECC affirment n'avoir pas renoncé à la participation de travaux. Nous en sommes arrivés à la suspension des travaux et non à la suspension de la participation de l'ECC de la SENCO. Là encore une fois, il se pose un problème dans les rentrées qu'on entend. L'ECC de la SENCO se serait retiré. D'ailleurs, on est habitué, ils font la même chose depuis longtemps et à chaque fois qu'ils se retirent, la machine continue. A noter que la SENCO demande aux commanditaires des actes de barbares enregistrés le week-end de faire régner la démocratie. Elle sollicite également l'implication du gouvernement de la République afin d'identifier les auteurs de ces troubles. La discussion autour des animateurs de la CENI est loin d'être finie. Pour le groupe de Dodo Kamba, la proposition des églises catholiques et protestantes de trouver d'autres candidats que Denis Kadima et Cyril Ebotoko était irréaliste. Dans sa communication de ce jour, l'évêque général Dodo Kamba a précisé que les 2 confessions ont été appelées à signer leurs procès-verbaux, chose qu'elles ont refusée. Mais bon, ça n'a pas marché. On a dit niet, on n'accepte pas. Alors, on a fait pression. C'était dans notre réunion, ça c'est une cuisine interne, on a fait pression jusqu'à ce qu'ils disent, bon, si tel est le cas, moi je pars. Il s'élève ainsi que son vice-président, c'est-à-dire ces 2 confessions qui s'élèvent pour quitter la salle. On a dit non, on doit continuer. Et il va sortir de sa bouche une parole en disant, si tel est le cas, si vous trouvez, continuez, comme ça nous on part. En dépit des divergences, le pasteur Dodo Kamba a martelé que les chefs religieux ne sont pas divisés car ils ne font pas la politique, mais ce sont que les points de vue qui divergent. Il invite l'Assemblée nationale à ne pas être complaisante dans l'examen des procès-verbaux. Je crois que l'Assemblée nationale est suffisamment outillée pour pouvoir traiter la question. Je crois qu'ils ne seront pas complaisants. Honnêtement, nous nous sommes dit... nous avons fait notre travail, nous pensons que nous n'avons pas besoin d'endosser la responsabilité de ce que les gens disent, c'est-à-dire le glissement que quelques-uns pensent que ça pointe à l'horizon. Ici, il est noté que le bureau de la Chambre basse du Parlement se retrouve face à 2 documents, à savoir le rapport de manque de consensus déposé par le président de la plateforme de confession religieuse, Monseigneur Marcel Outembi, et le procès-verbaux de 6 autres chefs religieux. Désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante pour les prochaines élections, professeur Jean de Dieu. Pas de consensus trouvé entre les églises. Comment trouvez-vous aujourd'hui l'attitude des pères des églises? Oui, je crois que le processus est en cours et je n'irai pas très loin dans ce que je pense par rapport à ce qu'il est en train de faire. Mais ce que je pouvais demander aux confessions religieuses,
c'est d'aller au-delà des humeurs, au-delà des sentiments de qui que ce soit. Le plus important pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la Commission électorale nationale qui travaille pour que les résultats de l'élection soient acceptés par les parties prenantes. Donc, il est important que les uns et les autres mettent un peu de l'eau dans leur vin pour permettre au processus d'avancer et que le président de la CENI soit désigné. Parce qu'avec ce qui est en train de se faire, nous sommes en train de passer le temps. Vous avez suivi, les gens ici ont accusé, l'IDPS ne veut pas organiser. Tshisekedi a perdu des élections. Mais tout ça, c'est du temps perdu. Mais ce qui s'est passé en faveur de votre régime, non, de votre pouvoir. En faveur de notre régime, parce qu'aujourd'hui, les confessions religieuses sont déjà au-delà du calendrier qui a été prévu par l'Assemblée nationale. Ils sont déjà au-delà, pas de consensus. Les 6 autres confessions religieuses avec le prophète Dodo Kamba, elles ont déjà déposé leur PV à la Chambre basse du Parlement. C'est en faveur quand même de l'UDPS, non? Non. Il va se retrouver peut-être au-delà de 2023 parce que jusqu'à ces jours, pas de consensus. S'il vous plaît, je vois que les gens font de l'amalgame. Comment ça? Le président de la CENI ne viendra pas de l'UDPS. Le président de la CENI ne sera pas désigné par le gouvernement. Madame, comment on peut être derrière quoi que ce soit? Il appartient aux confessions religieuses de désigner le président de la CENI. Les confessions religieuses sont en train de... Il n'y a jamais eu de main noire. Nous demandons aux confessions religieuses de faire très bien le travail et de désigner le plus rapidement le président de la CENI pour amener les Congolais aux élections dans les délais prévus par la Constitution de la République. Ça ne sert à rien de chercher à accuser ceux qui ne sont pas concernés. Vous avez appris que l'IDPS, à la place de confessions religieuses, a désigné un candidat. Quel est le candidat qui vient de l'IDPS que nous avons désigné? Le candidat porté aujourd'hui par les 6 confessions religieuses est un candidat de l'UDPS. Donc ces confessions religieuses appartiennent à l'IDPS. Madame, nous sommes dans quelle société où nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les déplacements du problème? Les problèmes se trouvent entre les mains de confessions religieuses. Quelle est la responsabilité de l'IDPS dans tout ça? La preuve, aujourd'hui, les militants de l'UDPS sont allés s'apprendre même à la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. Et la Senco n'est pas passée par le dos de quelqu'un pour citer le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, d'être à la base de ce qui s'est passé le dimanche dernier devant la résidence de l'archevêque de Kinshasa. Je crois que beaucoup de gens profitent de la situation politique pour poser des actes répréhensibles et les faire porter à l'Union pour la démocratie. Profite où? C'est ce qui s'est passé. Je m'excuse, madame. Les gens qui sont allés s'attaquer à la résidence du cardinal Ambongo, nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes de voyoucratie et de barbarie. Je tiens également à vous préciser que on n'a aujourd'hui aucune preuve pour dire que ce sont les combattants de l'IDPS. Il faut laisser au service de renseignement, il faut laisser l'État à la justice de retrouver ces bandits qui sont allés s'attaquer à la résidence du cardinal. L'Union pour la démocratie et le progrès social a une histoire commune avec l'Église catholique. Nous ne pouvons en aucune manière... Aujourd'hui, il semble que vous regardez Madame, en chien et chat. Quelles que soient les divergences, l'Église catholique reste notre partenaire et l'Union pour la démocratie et le progrès social ne s'en prendra jamais à l'Église. Ça, je vous l'ai dit, nous avons mené ensemble le combat avec l'Église catholique contre la dictature de Mobutu. Avec l'Église catholique, nous avons mené le combat contre la dictature de Laurent Désiré Kabila. Avec l'Église catholique, nous avons mené le combat qui nous a menés à l'alternance pacifique avec l'Église catholique. Donc, pour nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'Union pour la démocratie, par rapport à notre histoire avec l'Église, nous ne pouvons en aucune manière le faire. Mais les gens profitent. A cité le secrétaire général. Je sais. Pourquoi la Senco a cité? Et avant ça aussi, en matinée politique, on a vu le secrétaire général de l'UDPS qui avait également cité le nom du cardinal. Très bien. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je m'excuse, oui. Il y a peut-être une incompréhension. Incompréhension? Je m'excuse, madame.
Ou vous voulez juste voiler les je choses je voudrais revenir d'abord sur les propos du cardinal Ambongo. C'est très important pour circonscrire les débats. Lors des obsèques du cardinal Moussengo, paix à son âme, le cardinal Ambongo avait évoqué des éléments importants. La pauvreté de la population et l'opulence avec laquelle nous, acteurs politiques, nous vivons. Comme nous voyons le professeur sur ce Comme vous me voyez dans l'opulence, il n'y a pas de problème. Commençons par la pauvreté. Madame, je crois que nous sommes tous convaincus que l'ensemble de notre peuple est plongé dans la pauvreté. Plus qu'encore ce qu'elle a laissé l'ancien. Je m'excuse, oui, je voudrais dire que quand vous partez dans toutes les provinces de la République, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, on voit que les gens sont dans la précarité, les gens sont dans la misère. Madame Noëlla, vous n'aurez aucun élément scientifique probant pour nous prouver que les Congolais sont devenus pauvres du fait de l'avènement de Tshisekedi, du fait de l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Ça devient de la mauvaise foi. Mais c'est l'Église qui l'a dit, non? Oui, non, le cardinal n'a pas dit que c'est nous qui avions appauvri. Le cardinal le dit, c'est un pasteur, il s'agit d'une interpellation. Il vous a interpellé. Les peuples d'abord. Les peuples souffrent. Il faut travailler. C'est d'abord bien. Les proches du président d'abord. Non, pas de proches. Le cardinal nous interpelle pour dire la population souffre, vous devez travailler. C'est comme je vous ai dit, depuis 60 à l'accession de l'indépendance, nous n'avons pas fourni suffisamment d'efforts nécessaires pour lutter contre toutes les infrastructures socio-économiques de développement. Ont été détruites. Nous, les politiques. Je n'étais pas en 60, je n'étais même pas né, mais je porte cette responsabilité. Nous n'avons pas suffisamment fourni d'efforts pour améliorer le compte. Toutes les infrastructures ont été détruites. On a vu comment les gens, la souffrance ne date pas d'aujourd'hui. Et aussi, par rapport à ce que le cardinal Ambongo a dit. Madame, je vais vous dire, le 25 juillet 2019, le président Félix-Antoine Tshisekedi reçoit les membres de son cabinet. Je vous épargne de beaucoup de choses, mais je mets le droit à ce qu'il a dit et qui pouvait intéresser l'émission. Il dit, je vous ai donné 3 mois pour vous imprégner de la manière dont les cabinets fonctionnent. C'est suffisant. Maintenant, je serai très sévère envers vous. Il y a certains parmi vous qui font des choses qui ne sont pas acceptables. Mais malheureusement, ça continue. Non, s'il vous plaît, madame. Et il dit, je termine. Ceux qui sont venus dans ces cabinets, si votre présence ici, c'est pour aggraver la misère de la population, vous n'avez pas de place ici. Je serai très sévère envers vous. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite de ce qui se passe. Donc, ce que le cardinal a dit par rapport à la pauvreté, seulement, c'est ça, c'est tout ce que le président de la République a dit. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Revenons sur l'opulence. Parce que le cardinal a parlé aussi de l'opulence. Je suis d'accord qu'Ambongo, en tant que pasteur, en tant que gardien, défenseur des intérêts de la population, interpelle la classe politique. Monseigneur Ambongo ne s'est pas adressé à moi, Minengo. Il s'est adressé à l'ensemble de la classe politique congolaise. Celle qui était avant et celle qui est au pouvoir. Parce que la misère... Aujourd'hui, on voit qui envoie le président de la République. Non? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi vous avez vu, le président avait toujours une bonne attitude, mais après ce discours, il était toujours là. C'est normal qu'on nous interpelle de ne pas nous enrichir au détriment du peuple. Le cardinal a raison de le faire. C'est ça qu'il ne peut faire en tant qu'homme de Dieu. Il interpelle. Et certains sont venus pauvres au pouvoir, ils se sont enrichis. Bien sûr, les bien proches. sûr. Et entre-temps, la population est en train de couper. Très bien, je vais vous dire. Oui, c'est pourquoi je précisais que le cardinal n'a pas interpellé la classe politique seulement actuelle. C'est l'ensemble des classes, celle qui était avant et celle qui est maintenant au pouvoir. Et il paraît que je voudrais vous donner un élément qui prouve que les combats que nous avons menés, ce n'est pas pour nous enrichir. Madame, vous êtes journaliste, vous connaissez bien la cité de l'Union africaine. Vous savez là où habite le président de la République. Vous avez vu sa résidence. L'opulence aussi, c'est la qualité de l'habitat. Je ne peux pas être dans l'opulence et aller dormir dans une bicoque. Hein? Vous avez vu la résidence du président de la République. C'est quelqu'un vraiment qui est dans l'opulence. Il n'y a pas un chef d'État africain qui peut accepter de vivre dans ces conditions. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous ne sommes pas là pour nous enrichir.
on est capable d'accepter des conditions même les plus difficiles pour l'intérêt de notre peuple. Je vous dis, madame, allez au cabinet. Professeur. S'il vous plaît, madame, nous sommes 85. Professeur. Vous, la presse, vous dites, tu sais qu'il y a nommé 1500 conseillers. Je ne sais pas quel chiffre. 1500. Tantôt, il y en a qui parlent de 800. Il y en a combien? Mais alors, il fallait demander. Il y en a combien? Tu sais qu'il dit a nommé 85 conseillers. Nous sommes 85. Je vous dis, en toute vérité, sur les 85 conseillers que moi je connais. Combien travaillent? Je m'excuse. Okay. Oui, tous travaillent. Sur les 85 conseillers, je sais qu'il y en a aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça c'est, on va vers la 3e année. Je sais des conseillers qui vont au cabinet sur des motos, sur le transport en commun, et ceux qui ont peut-être acheté des véhicules, c'est des véhicules d'occasion. Il achète une part à 1000 et un moteur d'occasion à 2000 après plus des économies. Donc il n'y a pas d'opulence. Allez au cabinet, vous allez voir les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Moi, je suis conseiller principal du président de la République. Si c'était à l'époque, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis dans l'opulence moi-même parce que je ne peux pas parler des autres. Vous me voyez dans plusieurs occasions, vous me voyez dans l'opulence. Je suis resté dans la maison où j'habitais avant. Donc il n'y a rien d'opulence dans tout ça. Mais moi, ce que je comprends dans ce que le cardinal a dit, c'est une interpellation. Et il a le droit de le faire. Et je l'encourage toujours à le faire. Voilà, une dernière question avant de prendre un autre dossier. Aujourd'hui, que faut-il faire? Parce que les confessions religieuses ne se sont pas mis d'accord. Que faut-il faire aujourd'hui? Nous ne pouvons pas dire qu'on va imposer aux confessions religieuses ce qu'ils doivent faire. Nous interpellons les confessions religieuses. Jusqu'à quand? S'il vous plaît, madame, ce sont des Congolais. Nous les interpellons à mettre les intérêts supérieurs de notre... Les peuples dont ils parlent, qui le souffrent, de mettre leurs intérêts au-dessus des sentiments et des humeurs. Et qui va porter le chapeau du glissement? Nous n'acceptons pas le glissement. On est au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je crois que le président de la République l'avait dit. Les gens disent, voilà, tu sais qu'il y a peur des élections. Ils ne veulent pas que les déjà plus d'une semaine non, de la date où le président Madame, devrait... on va se rattraper. C'est pourquoi vous, la presse, l'ensemble de la société, nous devons interpeller les confessions religieuses pour terminer cette étape et passer à autre chose. On parle de la pauvreté de la population. Quelle est la responsabilité de l'Église dans tout ça? Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, l'état dans lequel nous nous trouvons, qui date de plus de 60 ans, c'est seulement les politiques qui portent la responsabilité? Les églises ont une part de responsabilité. Aujourd'hui, lorsqu'aujourd'hui les confessions religieuses traînent les pieds dans les querelles stériles, c'est faire en sorte que le peuple congolais quitte la misère, quitte la pauvreté. C'est une attitude qui montre qu'en allant sur cette voie de querelles intestines, ce n'est pas demain que le peuple va sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, allez dans les églises, madame. Qu'est-ce que beaucoup de pasteurs, ils enseignent quoi? Ils demandent aux gens de travailler pour construire l'avenir. Mais tout ce qu'on sait dire dans les églises, c'est quoi? Nzambe akosala. La repentance aussi. Nzambe akosala. Très peu, je ne dis pas tous, très peu de pasteurs appellent les chrétiens au travail tel que prescrit dans la Bible. L'homme mangera au prix de sa sueur. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas non plus. Mais cette prédication a presque disparu dans certaines églises. Est-ce que vous êtes en train de dire maman, que les pères des églises... Qu'est-ce que vous voulez nous dire en évoquant tout ça? Tout ça, c'est pour dire que la responsabilité de la pauvreté dans laquelle se trouve notre... des conditions socio-économiques, c'est une responsabilité partagée. Donc, les politiques église. ont une responsabilité. L'Église, en donc, tant que... le cardinal était également en train de s'interpeller lui-même. C'est une interpellation collective. Nous sommes interpellés en tant que politiques, mais nous aussi nous interpellons l'Église dans sa manière de faire les choses pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la misère qui frappe notre peuple. Madame, Monsieur, nous continuons avec le débat juste après ces dossiers qui revient sur les différentes réactions des politiques, mais également de travailleurs autour de ces désaccords entre confessions religieuses sur la désignation du président de la centrale électorale.
Je demande à tout le monde d'arrêter l'escalade verbale. Je demande aux militants de l'IDPS, je demande aux gens de confession religieuse. Notre pays est encore fragile. Nous n'avons pas intérêt. Une question peut diviser. Ça peut nous diviser. Mais au fond de nous tous, nous savons que au-delà de cette question, il y a un pays à protéger. Et le climat ne se prête pas. Tous les ingrédients sont maintenant au rouge pour dire moindre erreur, moindre faute. On peut arriver à ce que nous allons appeler l'irréparable. Ce n'est pas bon que nous puissions prendre chacun cette responsabilité-là, tout en sachant que les équilibres sont encore très fragiles, la situation sociale, la situation politique est très fragile et on prend la responsabilité de faire des déclarations qui peuvent enflammer, diviser la nation, diviser les pays, diviser les provinces, diviser les tribus. Ce n'est pas responsable. Parce que après tout, nous rendrons tous compte devant Dieu. Parce que souvent, on ne voit que la faute qui est dans l'autre. On ne voit pas sa propre faute. Ça, c'est un conseil de confession religieuse? Oui, nous demandons toujours aux autres de changer, sans changer nous-mêmes. Nous demandons toujours aux autres de se repentir, sans nous repentir nous-mêmes. Nous demandons toujours aux autres de pardonner, sans pardonner nous-mêmes. Et ça, ce qui est grave, c'est ce qui sort de l'Église. L'Église aujourd'hui, l'Église qui était la dernière colonne de vérité de notre société, l'Église vient maintenant de jeter l'éponge. L'Église vient de prouver maintenant que même elle, on ne peut pas compter sur elle. La désignation du futur président de la centrale électorale continue de faire réagir la population. Pour le coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des électeurs, la crise de confiance qui règne entre les 8 confessions religieuses renvoie à une mauvaise image du processus. Patrick Tambwengoï encourage ces derniers à favoriser un consensus. Il faut que toutes les parties prenantes aient confiance au processus. Il faut qu'elles aient confiance aux animateurs de ce processus. La CENI est l'acteur principal dans le processus électoral. J'encourage plutôt les confessions à favoriser davantage ce consensus et surtout à parler un même langage. Il souligne par ailleurs que la commission de la Simon-Cel entrera en contact avec les 2 camps dans les prochains jours. Il n'est pas tard. Je crois que dans l'examen de ces PV et du rapport, la commission entrera certainement en contact avec la composante par le biais des personnes qui peuvent l'engager, ou en tout cas va rencontrer les deux camps, si on peut l'appeler comme ça, afin qu'un consensus soit trouvé. S'agissant de l'attaque de la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, le coordonnateur national de la Simon-Cel condamne avec la dernière énergie ces actes de vandalisme. Nous condamnons, ça ne peut plaire à personne. Nous sommes un État démocratique, donc cela suppose qu'il y a de la tolérance dans les points de vue, même lorsque l'on ne se met pas d'accord sur un sujet donné. C'est pour cela qu'il existe une opposition qui est protégée par une loi, c'est pour cela qu'il existe la société civile. Notons que si des confessions religieuses ont déposé leur procès verbal avec le candidat président de la CENI, la balle est désormais dans les camps de l'Assemblée nationale. Professeur Jean de Dieu, quelles leçons tirer aujourd'hui des divergences entre ces confessions religieuses? Je crois que ce qui est important d'abord de rappeler, c'est que l'Église, compte tenu de sa mission, doit faire l'effort toujours de rester dans ce que nous appelons les milieux du village. Ça fait très longtemps que nous avions mené les combats ensemble avec l'Église. Là, c'était bien. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, madame, il est important aujourd'hui de faire une évaluation sur les méthodes et les stratégies mises en place pour accompagner les institutions de la République démocratique du Congo. Les méthodes mises en place par l'Église. Mais ce qui est important, oui, ce qui est important aujourd'hui, c'est que je pense, et ce que nous, en tant que leaders politiques, nous attendons de l'Église,
c'est l'accompagnement. L'approche d'opposition pour l'opposition, ça met l'Église à une très mauvaise position. Ah, l'Église fait l'opposition? Mais voilà ce que nous demandons à l'Église. Quand je parle d'accompagnement, oui, mais lorsque l'Église donne l'impression de se poser aux dirigeants, de lancer des mots comme ça. Mais c'est le combat qu'a mené l'Église hier. S'il vous plaît, madame, vous étiez aussi dans l'opposition. Là, vous avez applaudi pour l'Église. Madame, je ne suis pas contre l'interpellation de l'Église, mais c'est que nous voulons. Je vous ai dit par rapport à parce que vous parlez de l'opposition. S'il vous plaît, oui, mais l'Église ne doit pas se mettre dans une posture d'opposant. L'Église doit... Mais hier, c'est ce que vous avez fait avec cette même Église. S'il vous plaît, l'Église doit être dans une posture d'accompagnement si nous voulons vraiment lutter contre la pauvreté en République. Regardez ce que je voudrais vous dire. C'était bien lorsque vous l'aviez fait hier avec cette même Église, professeur. Je voudrais vous dire ceci. Bien. Je vous dis ceci. Continuez, je vous dis ceci. Je vous dis ceci, madame. Je vous ai montré notre approche par rapport à la lutte contre la pauvreté en République démocratique. Nous, en tant que parti, ans de lutte. Pendant 30 ans, voilà l'UDPS au pouvoir. Nous pensons que pour réaliser ce que nous appelons la prospérité sociale de notre peuple, il faut d'abord construire l'état de droit. Les libertés individuelles collectives garanties, les droits humains renforcés, la justice rétablie, la diplomatie restaurée, la sécurité des personnes et des biens renforcée. Dans cet environnement-là, avec la relance économique, nous allons améliorer les conditions de vie des gens. Déjà sur le plan aujourd'hui des droits humains, sur le plan des droits de l'état de droit, il y a des avancées. Avez-vous déjà vu des hauts dignitaires de ces pays répondre devant magistrats dans ces pays? Vous dites que la justice est pour les autres. Kabouya lui-même que vous êtes en train de vilipender ici, il était devant les magistrats. Personne ne les vilipende. Vous avez suivi les propos de Chadari à l'époque. Vous l'avez déjà vu devant quel magistrat? On va en parler dans cette rétrospective. Aujourd'hui, le parti au pouvoir UDPS s'accusait de mettre la pression sur les églises pour que son candidat soit porté à la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que vous avez reproché hier avec l'ancien régime, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Madame, je n'ai pas suivi les noms de ces cadres de l'UDPS qui met la pression sur l'église pour désigner. Regardez, madame. C'est pas un secret pour quelqu'un. Le candidat Kadima aujourd'hui, on parle que c'est le candidat de l'UDPS. Je voudrais vous dire, Kadima. Et vous avez réussi à convaincre les 6 autres confessions religieuses, selon certaines personnes, madame, mais vous n'avez pas réussi à convaincre la SENCO et les CC. Ce qui est très dangereux dans ce pays, quand on voit même les intellectuels accuser les uns aux autres, faire les débats à cause des noms des individus, et ça devient extrêmement dangereux. Kadima, parce qu'il porte le nom de Kassaïen, il devient d'office candidat de l'UDPS. Combien de Kassaïens sont jusqu'à aujourd'hui en opposition contre nous? Ils sont très nombreux. Les noms de Kadima, son appartenance ethnique ne doit pas être des éléments pour dire qu'il est le candidat de l'UDPS. C'est vraiment ridicule pour un pays qui veut aller de l'avant. Mais on a vu aujourd'hui celui qui fait d'office, je ne confirme pas, porte-parole des 6 autres confessions religieuses, dans une photo avec le président de la République, le prophète Dodo Kamba. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on doit écarter un candidat pour dire qu'il a des acquaintances C'est pas une raison. Mais le président de la République n'a pas reçu qui? Le président de la République a des photos avec le cardinal Ambongo. Le président de la République a des photos... Parce que ça circule dans les réseaux sociaux. Mais il y en a. C'est le chef de l'État, il reçoit tout le monde. Une personne peut être écartée pour son nom. On ne peut pas aller sur cette voie. Nous invitons l'Église à rester sur les principes, sur les règles établies. On ne peut pas écarter un candidat sur base de son appartenance ethnique ou tribale ou régionale. Les candidats doivent être écartés sur base de critères établis, sur base peut-être de la compétence. Si tel ou tel candidat, quelle que soit sa province, quelle que soit sa tribu, a des compétences pour conduire le Congo vers les élections libres, démocratiques, transparentes, il occupe ce poste. Moi, personnellement, madame, je suis quand même un peu éclairé de voir qu'il y a des débats autour de nous. L'ancien président de la CENI ici, c'était qui? Colonel Nanga. Malou avait appris Malou. Nanga. Il était proche de qui? De la famille de Kabila. C'est ça, non? C'est ça que nous on disait. Il a reçu à faire passer le candidat de Kabila. Il a reçu à le faire.
c'est pas le président de la commission qui est les votes. Les votants, c'est le peuple. Au lieu de perdre du temps sur des choses qui ne sont pas je dis bien très importantes, nous avons l'expérience récente que les gens du FCC avaient la présidence de la CENI, mais ils n'ont pas gagné l'élection. Leur président n'a pas su faire passer le candidat Chadari. Alors, ça doit nous interpeller. Il y a un travail à faire ailleurs. Et moi, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Parce que moi, Jean de Dieu, vous êtes secrétaire national du parti au pouvoir. Est-ce qu'il est permis à un secrétaire général d'un parti d'interpeller le cardinal et surtout que celui-ci fait son travail, tel qu'on a vu Augustin Kabouya le faire à l'endroit de l'archevêque de Kinshasa, alors que l'archevêque ne fait que son travail en tant que clergé. Je répète ce que j'ai déjà dit. Et le propos du cardinal Ambongo doivent être inscrits dans le cadre de ce que j'appelle l'interpellation de la classe politique. C'est tout à fait normal en tant que berger, en tant que pasteur, qu'il nous interpelle. Mais je peux vous dire, si les gens sont d'accord avec moi, la réaction de Kabouya peut être considérée comme une frustration. Ah, une frustration. Je considère, ça c'est mon point de vue, je considère ça comme également une frustration. Le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'il faut construire demain. Je ne crois pas que dans l'effort intérieur de Kabouya, c'était pour minimiser le cardinal. Non. Nous avons beaucoup de respect pour le cardinal parce qu'Ambongo, c'est le représentant du pape. Ambongo, on ne peut pas le dissocier de l'église catholique. Et l'UDPS qui a mené un combat de plusieurs, qui a une histoire très importante et à protéger avec l'église, nous pouvons nous engager. Que ce soit lui-même Kabouya, que ce soit les autres cadres du parti, nous n'avons pas cette intention de nous engager dans la guerre contre l'église catholique. Comme certains membres de votre parti, est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'église catholique et la SENCO sont animés de sentiments tribaux? Je ne pense pas qu'il y a des sentiments de tribalisme du côté de l'église catholique. Mais je crois que ce qui est important de dire aux uns aux autres, ce n'est pas de s'attaquer à un moment important où nous voulons engager la République démocratique du Congo sur un processus qui détermine notre avenir en tant que peuple et citoyen. Il n'y a rien du tribalisme dans le comportement de l'Église catholique. Ce qui est important, c'est d'interpeller l'ensemble des acteurs concernés par la désignation du président de la CENI, de jouer un rôle constructif. L'État avance, il parle de la pauvreté, la misère s'agrandit au village. Que répondez-vous aujourd'hui à certaines personnes qui pensent que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi fait l'apologie du tribalisme dans les nominations au sein des différentes institutions de la République démocratique du Congo? Je suis très content pour le courage que tu as eu pour poser une question dont les gens murmurent dans les chambres et ils ne veulent pas les poser de façon publique. L'UDPS, qui est un parti créé au nom de millions de Congolais, ne peut pas être au pouvoir pour être au service d'une tribu ou d'une province. Je sais qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension des choses. Une mauvaise compréhension? Très bien, madame, ça je vous l'ai dit. Personne n'acceptera que les choses se passent de cette manière. Personne, que ce soit moi-même ou vous, personne ne peut accepter que le combat pour lequel nous avons mené, ce soit au bénéfice d'un individu, au bénéfice d'une tribu, d'une province, personne n'acceptera. Mais les gens ont une mauvaise lecture des choses. Laquelle? La mauvaise lecture, c'est que sans éléments probants, on arrive à tirer des conclusions. Regardez, on sort la liste des nominés. Quand on va Kabongo, c'est Moulouba. Un problème. Quand on va Moukoulou, c'est Moulouba. Mais on oublie que ces noms, on les retrouve très très bien implantés au Bandundu. Allez vers le Kwango, le Kwilu. Les noms, vous arrivez dans les territoires de Gungu, c'est très courant. Tous ces noms-là sont très courants. Vous arrivez vers le Kwango, vous arrivez dans les Kwilu, tous ces noms sont là. Et vous arrivez dans les Kasaï, les Katanga, et vous allez dans une bonne partie du Maniema. Donc je trouve que ce n'est pas un vrai débat, parce que vous tirez des conclusions sur base de noms. C'est un problème. Oui, mais qui vous dit que ces noms... La compétence ne compte plus, oui, mais c'est les noms madame, maintenant qui posent problème. Mais qui vous dit que ces noms-là... Moi, j'ai enseigné beaucoup de jeunes.
Minengu, Luba aussi, on risque de dire que vous êtes... Oui, mais mon propre petit frère s'appelle Ilunga. Mon propre petit frère s'appelle Ilunga. Et si Tshisekedi l'avait nommé, on tirerait sur le Kassai. Donc, je connais énormément d'amis, d'élite. À cause de leur nom, vous pouvez dire il est de tel point. Mais il ne sera jamais question, au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, d'instituer le tribalisme comme mode d'accession au poste en République démocratique. Il ne faut pas attendre ça de l'UDPS. Les choses se font de façon professionnelle. S'il y a quelques erreurs en termes de nomination, ça c'est humain et la République avance. Mais il n'y a rien de tribalisme là-bas. Le gouvernement de Warrior a déjà totalisé 100 jours de gestion en République démocratique du Congo depuis que ce gouvernement a été nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Madame, Messieurs, on en parle après ce dernier dossier de la rétrospective de cette semaine. C'est ici l'occasion pour moi de remercier aussi les célébrants pour les sages conseils nous donnés ce jour. Car au-delà de tout, nous ne devons pas oublier ce qu'est notre mission la plus loyale. C'est celle d'être au service du peuple congolais. Qu'avec cette sagesse nous souhaitée de Salomon, nous saurons accomplir cette tâche selon les attentes du peuple congolais. C'est aussi l'occasion de nous souvenir de nos compatriotes qui sont dans les zones en conflit et qui souffrent en ce moment, pour qu'ils sachent que nos pensées vont vers eux. Nous avons fait une évaluation de notre travail parce que nous avons ce besoin de redevabilité en tant que gouvernement. Et nous voulons, à l'instar de son Excellence Monsieur le Président de la République, réitérer ce message d'espoir, de cohésion nationale autour de notre pays, la République démocratique du Congo. L'ambiance était particulière ces 3 jours en la salle de plénière, comme nous démontrent ces images. Papier en main, les élus nationaux exigent l'évaluation de l'état de siège avant la prorogation pour la 5e fois. Quelques minutes après, le calme revient et la séance débute. Après l'allocution du président de cette institution, la parole est donnée au gouvernement via le ministre d'État, ministre de Développement rural. François Roubota va procéder à l'évaluation sommaire 90 jours après que l'état de siège soit décrété. À en croire François Roubota, il y a des avancées substantielles, notamment la traque de groupes armés dans les territoires de Rutshuru et ont conduit à la capture des combattants Nyatura et appel CS, à la reddition de plusieurs éléments FDLR, à la récupération des armes de guerre et autres. Nos forces armées méritent d'être soutenues, a souligné le ministre d'État, ministre du Développement rural. Pour ce faire, une 5e prorogation s'impose, a-t-il renchéri. En réaction, la plénière a estimé que le projet de loi qui trouve son fondement dans le prescrit de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, ne donnait pas lieu à un débat. Elle l'a donc jugé recevable. Ces 342 députés qui ont pris part au vote, 337 ont voté oui, 3 ont voté non, 2 ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera envoyé à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture.
Professeur, l'état de siège a été prorogé, vous laissez très bien dire, pour la 5e fois. Mais le gouvernement note qu'il y a des avancées. Malheureusement, les élus des provinces concernées, notamment le Nord Kivu et l'Ituri, concernés par cet état de siège, affirment qu'il n'y a rien parce qu'on assiste encore à des tueries plus qu'avant même l'état de siège. Oui, voilà, je crois qu'on aborde une question très très sensible qui touche à notre avenir en tant que République. Je crois que la région de l'Est de la République démocratique du Congo, Noëlla, s'est retrouvée dans cet état, ça fait plus de 20 ans. Où cette partie de notre pays était devenue pratiquement un non-état. C'est ça que les gens ont appelé l'espace de la mort, les triangles de la mort, je ne sais pas comment les gens ont qualifié ça. Je crois que depuis que l'état de siège a été décrété, je partage le point de vue des députés de façon globale qu'il y a des avancées. Aujourd'hui, le grand triangle de la mort, c'était d'abord la région de Beni. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a eu une accalmie quand même à Beni. Et aujourd'hui, l'ennemi se trouve retranché vers Ituri. Et le travail qu'est en train d'abattre les forces armées de la République démocratique du Congo, les forces de sécurité, c'est un travail louable. Nous faisons face à plusieurs groupes armés incontrôlés dans cette partie de la région. Le plus important aujourd'hui, c'est d'apporter chacun à ce qui le concerne un appui moral, un appui matériel, un appui je ne sais pas de quelle nature, au gouvernement de la République démocratique du Congo, au président de la République, pour que la paix revienne le plus rapidement. Et les efforts sont en train d'être fournis. Je crois que les jours qui viennent, on se rend compte qu'il y a des quartiers, des villages qui sont en train d'être récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Comment avez-vous accueilli la nouvelle sur l'arrestation des officiers? Au total, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on parle de 24 officiers exact. Arrêtés. Mais c'est vous qui étiez, Noëlla, en train de douter de ce qu'on appelle l'état de droit. Moi, vous étiez en train de mettre en cause l'état de droit et je crois que vous avez vous-même la réponse. Le combat que nous avons mené, c'était pour que plus jamais un individu, quel que soit le poste qu'il occupe, soit au-dessus de la loi. Ces officiers militaires seront jugés et ceux qui seront coupables seront condamnés conformément à la loi. C'est ça le combat que nous avons mené. C'est une question d'ailleurs qui a fait débat la semaine. Pourquoi peut-on pas seulement doter la RDC d'une loi au lieu d'aller toujours de prorogation en prorogation? Je crois que ça c'est le débat qui va se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le plus important pour nous, c'est que la prochaine étape ici de l'état de siège, les efforts importants vont être fournis et qu'on obtienne plus de résultats qu'avant en ce qui concerne la sécurité. Et surtout que le chef de l'État nous a même dit qu'il va considérer que s'il a réussi son mandat, s'il arrivait à restaurer la paix dans l'Est. Et il va le faire, Naola, ça je vous rassure, nous sommes plus que déterminés pour que la paix revienne dans cette partie du pays. 100 jours du gouvernement d'Idi Warrior, certaines personnes affirment, se posent la question, est-ce qu'on doit parler de Warrior aujourd'hui parce qu'il dresse un bilan largement négatif? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Je ne sais pas, moi personnellement, je ne veux pas trop aborder cette question. Et je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas ministre, je crois que... vous êtes conseiller principal, je suis conseiller principal du chef de l'État et il y a beaucoup de choses qui se font au gouvernement, peut-être qui m'échappent. Et des détails les plus importants en ce qui concerne le bilan du gouvernement de Sama Lukonde, je crois que lui-même, le Premier ministre, peut très bien faire son bilan, où les membres de son gouvernement sont des personnes habilitées à faire ça. Ce que moi je peux retenir, intellectuellement parlant, de ce gouvernement, c'est l'état de siège à l'Est, qui donne quand même de très bons résultats. On voit aujourd'hui, avec l'état de siège, les officiers militaires arrêtés, ce qui réconforte ce que nous appelons l'état de droit. Et ce que je reconnais comme bilan de ce gouvernement, madame, c'est la gestion responsable de la COVID-19, de cette pandémie.
Voilà, professeur, nous sommes en train d'atterrir petit à petit, mais je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement ATED. Que peut-on retenir de cette structure? Très bien, merci beaucoup d'avoir abordé, Noëlla, cette question de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Donc, le président de la République avait signé l'ordonnance portant création et opérationnalisation de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable en février 2020. Et la coordination a été nommée en avril 2020. Donc, ça fait plus d'une année depuis que l'Agence congolaise de la transition écologique existe. Pourquoi le président de la République a-t-il créé la TED? Et quelles sont les missions confiées à l'Agence congolaise de la transition écologique? La mission de l'Agence congolaise de la transition, confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de concevoir, coordonner et implémenter les politiques publiques relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. Ça veut dire en termes très simples, Noëlla, c'est que notre mission, c'est d'élaborer les lois, d'accompagner l'élaboration des lois, c'est d'élaborer les programmes et les projets relatifs à la transition écologique en République démocratique. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Très bien, c'est une très bonne question. Je savais que tu devrais y arriver. Vous êtes là, ça fait une année et demie. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Très bien. Donc, depuis que nous sommes là en tant que coordination de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, nous avons d'abord rédigé un document très important. Lequel? Le programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable. Il est visible sur l'Internet. Et de ce programme, 3 activités importantes sont réalisées ou en cours de réalisation. La première activité, Noëlla, c'est hyper important. C'est la rédaction des textes portant création et opérationnalisation du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Comme vous le savez, Noëlla, le pays est doté de beaucoup de voies navigables. Nous avons les chemins. Les voies navigables, c'est autour de 25 000 km. Les voies ferrées, nous en avons autour de 5 000 km. Il ne sait pas. Chaque mois, Noëlla, en République démocratique du Congo, il y a 100 Congolais qui perdent la vie. 100 Congolais? Sur les voies navigables. À cause de l'absence généralement d'entretien de ces voies. Et quand vous partez dans la partie est de notre pays, les lacs, ça fait plus de 35 ans que ces voies ne sont plus entretenues. Il faut dire que la création du FONER, le fonds d'entretien routier, était une étape importante dans le processus du développement de la République démocratique du Congo. Mais la RDC, Noëlla, ne doit pas seulement se développer avec les routes. Nous avons les voies navigables, nous avons les voies ferrées. Qu'on avait presque oublié là. Très bien, c'est ça que le gouvernement passé a oublié. Et je crois que c'est ça que Félix Tshisekedi est en train de remettre sur le chemin. Aujourd'hui, où faut-il trouver l'argent pour entretenir ces voies? D'où viendra l'argent? Très bien, c'est ainsi que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les gens disent, vous n'avez encore rien fait. Il y a des choses importantes. Mais c'est parce que vous ne communiquez pas. Très bien, je suis d'accord, on parlera de la communication. Tu peux garder cette question sur la communication aussi. C'est ainsi que sur instruction du président de la République, nous avons travaillé avec l'administration de ces pays pour écrire les textes portant création opérationnalisation, c'est-à-dire le décret qui va créer l'établissement public, mais également l'arrêté interministériel qui va fixer les taxes et le prélèvement pour que les fonds se réalisent. Déjà la semaine prochaine, tous les textes seront déposés au cabinet du Premier ministre. La semaine prochaine. Pour la semaine prochaine ou plus tard, lundi soir. Pour que l'établissement soit créé et que les voies navigables et ferroviaires de la République démocratique du Congo soient entretenues. La République démocratique du Congo a adhéré à ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale. C'est le CAF? C'est le CAF, ce qui veut dire, Noëlla, nous devons avoir les infrastructures pour communiquer d'abord à l'interne, mais également avec les pays africains. Et parmi ces infrastructures, vous avez les routes, vous avez les voies d'eau et vous avez les chemins de fer. Et c'est là où il faut féliciter le président de la République pour cette initiative de la création du fonds pour entretenir ces voies. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nos routes se coupent, Noëlla, c'est quand même important de voir que nous allons chercher l'argent, notre argent prélevé auprès du FONER pour entretenir. Et c'est ça que le président de la République est en train de faire pour les voies navigables, mais également pour les chemins de fer.
C'est un pilier important de notre développement. Voilà, c'est complètement fini, mais vous allez juste dire un seul mot. Encore un Congolais qui est tué en Inde, c'est un étudiant. Quel est, à votre sens, en tant que professeur aujourd'hui d'université, le mécanisme de garde-fou que l'État congolais devra donc mettre en place pour sécuriser les étudiants congolais qui sont à l'extérieur du pays? En un mot, parce que c'est fini. Je présente d'abord mes condoléances à la famille qui est éprouvée. J'invite les uns et les autres qui sont touchés directement ou indirectement à cette situation, à la retenue au calme. Le gouvernement de la République démocratique du Congo travaille avec notre ambassade qui est en Inde pour que le gouvernement indien donne des explications claires sur les circonstances qui ont eu lieu pour que notre compatriote puisse perdre de la vie. Ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans la méchanceté qu'on doit régler le problème, mais on laisse à la diplomatie des deux pays pour qu'une solution ou pour que les éclaircissements soient donnés en rapport avec cette situation. Voilà, madame, messieurs, c'est complètement fini avec votre rendez-vous de la semaine Info 7 qui a eu le plaisir de recevoir le conseiller principal du président de la République, bien sûr, Félix-Antoine Tshisekedi, le professeur Jean de Dieu Minengu. Il est également secrétaire national du parti au pouvoir Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et bien sûr, il est professeur d'université, mais aussi coordonnateur adjoint de ACTED, qui est l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Merci, professeur, d'être passé dans Info 7 pour la première fois. Merci beaucoup, Noëlla. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe technique de Congo Web Télévision. Madame, messieurs, nous l'avions toujours dit, Info 7, l'émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci et continuez de nous écrire. Mais surtout, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos suggestions, vos questions également. Au revoir. On se retrouve à la prochaine.